L'autre jour, j'ai regardé une nouvelle fois Agora, l'excellent film de 2009 d'Alessandro Amenábar avec la formidable Rachel Weisz. Et je me suis dit qu'il était quand même temps de lui trouver une place dans cette émission. Je parle bien sûr de la grande Hypatie, mathématicienne, astronome et philosophe. C'est une des rares femmes mathématiciennes de l'Antiquité dont nous avons connaissance. Et son histoire romanesque résonne avec celle d'Alexandrie, la ville du savoir antique. Bienvenue sur Math en tête, le podcast de vulgarisation mathématique grand public. Remontons le temps jusqu'à l'Alexandrie du IVe siècle après Jésus-Christ. Le port est alors un lieu d'échange animé d'une multitude de langues et de coutumes. La ville elle-même, cosmopolite, est le carrefour de toutes les cultures de l'époque. Mais qui de mieux pour nous parler de cette période qu'un prof de latin grec ? Merci à mon camarade Guillaume Diana d'avoir répondu à mon appel. Bonjour Alexandre, et surtout merci à toi de me laisser la parole. En fait, on va même remonter au IVe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où le plus célèbre macédonien étend son empire, Alexandre le Grand ou Alexandre III de Macédoine. Il est connu pour combattre et vaincre les Perses, mais aussi pour prendre le territoire égyptien, alors sous domination perse. Et il y fonde la cité d'Alexandrie. Alors, il ne choisit pas le lieu de fondation au hasard. On se situe sur une langue de terre entre la mer Méditerranée au nord et un lac fermé au sud, le lac Maréotis. Une situation idéale à la fois pour faire du commerce et pour se protéger. À la mort d'Alexandre, en 323 avant Jésus-Christ, son empire se partage et son général Ptolémée prend le pouvoir en Égypte, fondant ainsi la dynastie des Lagides. Il fait d'Alexandrie la capitale de son royaume et lance la construction, à la fin de son règne, du musée. Le musée avec un M majuscule, c'est-à-dire le temple des Muses, les 9 déesses des arts et des sciences. Et même sous la domination romaine, à partir de 30 avant Jésus-Christ, la cité d'Alexandrie reste prospère, tant du point de vue commercial que culturel. Les Romains prennent la ville et tout son territoire après la bataille d'Actium, celle qui a opposé Octave, le futur empereur Auguste, à un couple célèbre et tragique, Marc-Antoine et Cléopâtre. Et c'est dans ce creuset intellectuel qu'Hypatie va grandir et s'épanouir. Mais Guillaume, tu restes avec moi, hein ? Oui, bien sûr. Je te rends le micro, c'est ton émission après tout. Pas faux. Donc Hypatie naît vers 360 après Jésus-Christ. C'est la fille de l'éminent philosophe Théon d'Alexandrie. Et elle reçoit très jeune une éducation exceptionnelle pour une femme de son époque. Son père lui transmet non seulement ses connaissances, mais aussi sa passion pour le savoir en général. À l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, elle reçoit une solide formation en philosophie, astronomie et mathématiques, disciplines intimement liées à l'époque. Et on ne peut pas évoquer l'Alexandrie de cette époque sans parler de sa fameuse bibliothèque, un centre de savoir inégalé. En effet, il faut rappeler qu'à cette époque, Alexandrie, c'est un centre de savoir immense, un lieu où les savants et les artistes de tout le monde méditerranéen se retrouvent. Citons parmi les prédécesseurs de Théon et Hypatie, le mathématicien Euclide ou le peintre Apelle. Cette attraction vient de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, l'une des institutions les plus impressionnantes du monde antique. Elle est fondée au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, comme on l'a dit, sur ordre de Ptolémée Ier. Et elle rassemble des milliers, voire même des centaines de milliers de rouleaux de papyrus et de textes couvrant des domaines aussi variés que les mathématiques, la philosophie, l'astronomie, la tragédie, la comédie, l'étude du monde et bien d'autres choses. C'est clair qu'Alexandrie attirait les esprits les plus prolifiques de l'époque, dans des domaines comme les sciences, les mathématiques et la philosophie. Alors on verra qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le grand Archimède y étudia et y aurait également enseigné. À peu près à la même période, c'est le philosophe et géographe Ératosthène qui y enseigna, et c'est là qu'il y calcula la circonférence de la Terre. Idem pour Euclide, qui vint y prodiguer des cours. Et au 1er siècle après Jésus-Christ, l'ingénieur et mathématicien Héron y vécut et y travailla. Donc c'est dans ce contexte qu'Hypatie a grandi et a été formé, entouré des œuvres des plus grands penseurs de l'époque.
après sa formation, Hypatie devient une figure centrale de l'enseignement à Alexandrie, héritant des connaissances de son père et les enrichissant de ses propres découvertes. Elle est reconnue pour son savoir en mathématiques, en particulier dans l'étude de la géométrie, de l'algèbre et de l'astronomie, et finit à la tête de la prestigieuse école platonicienne. Les travaux d'Hypatie sont remarquables de par leur diversité et leur profondeur. L'une de ses contributions majeures réside dans son travail sur les œuvres de grands mathématiciens grecs, sur l'Arithmetica de Diophante d'Alexandrie déjà. Elle rédige des commentaires, apportant des explications et des extensions à ses travaux. Un travail significatif où elle développe des méthodes pour résoudre des équations algébriques complexes, ouvrant la voie à ce que nous appelons aujourd'hui l'algèbre. On dit même que ce qu'on tient actuellement de Diophante aurait été réécrit de la main même d'Hypatie. Car oui, il faut bien comprendre qu'aucun travail direct de la mathématicienne ne nous est parvenu. Tous ces travaux ont été perdus. Et pourtant, indirectement, leur influence perdure. Hypatie aurait aussi travaillé sur les sections coniques d'Apollonios de Perga, un domaine qui pose les bases de l'étude des courbes que nous connaissons maintenant sous le nom de parabole, d'hyperbole et d'ellipse de cercle, et qui sera plus tard fondamental pour le développement de l'optique et de la mécanique céleste. Et puis il y a bien sûr son travail sur les éléments d'Euclide, cette œuvre monumentale qui pose les fondements de la géométrie. Elle les enseigne et les commente. Elle améliore et clarifie ce texte, rendant les concepts mathématiques plus accessibles à ses étudiants. Pour ces raisons, Hypatie joue un rôle essentiel de transmission et de vulgarisation. Elle a clarifié et expliqué des concepts complexes, rendant les mathématiques plus accessibles à ses contemporains. Son travail n'est donc pas exclusivement tourné vers la recherche. L'enseignement joue un rôle fondateur dans son existence. En tant que philosophe néoplatonicienne, Hypatie a enseigné à Alexandrie et attiré de très nombreux étudiants de tout l'Empire romain, de diverses religions, y compris des chrétiens. Elle prône une vision du monde où la raison et la philosophie guident la vie et bénéficie d'un immense respect de la population par sa capacité à apprendre, à écouter et à discourir devant de grandes assemblées. Sa réputation s'étend au-delà de la cité. Elle aurait d'ailleurs conseillé des leaders politiques et intellectuels, devenant une figure respectée et influente, avec tout ce que ça suppose de prestige et de risque. Proche d'Oreste, le préfet de la ville, elle s'est d'ailleurs retrouvée embarquée dans un conflit politico-religieux entre ce dernier et Cyrille, l'évêque d'Alexandrie. Mais on y reviendra plus tard. En tout cas, parallèlement aux maths pures, Hypatie contribue également à des avancées en astronomie. Selon certains textes, elle aurait conçu et perfectionné des instruments d'observation comme l'astrolabe ou l'hydromètre. Ces instruments, essentiels pour mesurer les positions des astres, seront largement utilisés dans la navigation et la cartographie. Hypatie aurait également enseigné le mouvement des corps célestes et développé des méthodes pour calculer les orbites planétaires. Les mathématiques et l'astronomie sont intimement liées, car elles permettent de comprendre les mouvements des astres et de prévoir des événements célestes. Hypatie, à travers son enseignement, combine les deux disciplines et montre que le savoir n'est pas figé, mais qu'il doit évoluer et se transmettre. Donc oui, la bibliothèque d'Alexandrie est alors le centre névralgique du savoir antique. Ça bouillonne, ça pense, ça découvre. Des centaines de milliers de rouleaux y sont conservés, copiés, étudiés. Et là au milieu, Hypatie y passe ses journées, préservant et enrichissant ce patrimoine intellectuel inestimable. Mais c'est sans compter le contexte religieux et politique de l'époque. Et oui, à l'époque, Alexandrie est une ville en pleine mutation. Le christianisme s'impose progressivement comme la religion dominante dans l'Empire romain, et les tensions avec les courants philosophiques et scientifiques païens s'intensifient. C'est en 313 que l'édit de Milan permet la liberté de culte à tous, mettant fin aux persécutions des chrétiens. Et en 380, l'empereur romain Théodose Ier en fait même la religion d'État. Bien que la bibliothèque ait été un centre de savoir exceptionnel, elle a connu plusieurs destructions partielles déjà bien avant la naissance d'Hypatie. Son déclin a continué avec les conflits religieux de l'époque. Hypatie
en tant que philosophe et intellectuelle païenne, se trouve donc en conflit avec la montée du pouvoir chrétien, représenté notamment par l'évêque Cyril d'Alexandrie. Femme, païenne, intellectuelle, proche du pouvoir politique romain en place, c'en est trop pour les extrémistes religieux chrétiens. En 415, elle est brutalement lapidée par une foule déchaînée de fanatiques chrétiens. Son corps est brûlé, mais sa mort fait scandale. Oui, un scandale plutôt unanimement reconnu, même par le monde chrétien. En tout cas, sa disparition marque la fin d'une époque de tolérance intellectuelle et scientifique à Alexandrie. Elle symbolise aussi, pour certains historiens, le déclin du savoir antique. La grande bibliothèque d'Alexandrie, déjà fragilisée par des destructions successives, ne s'en remettra jamais vraiment. Une des tragédies de l'histoire qui nous rappelle, une nouvelle fois, la fragilité du savoir face aux tensions politiques et religieuses. Pourtant, l'héritage d'Hypatie perdure. Ses commentaires mathématiques, bien que largement perdus, ont influencé des générations de savants. Plus qu'une mathématicienne, Hypatie était une gardienne de la connaissance. Dans une époque de bouleversement, elle a maintenu vivante la flamme de la raison et de la quête du savoir. Et sa mort en martyr nous rappelle la fragilité de ce savoir et l'importance de le préserver. Son héritage, qui a traversé les siècles, est une source d'inspiration pour toutes celles et ceux qui croient en la force de la connaissance et de la transmission. En tout cas, merci Guillaume pour tes lumières, merci d'avoir été le phare d'Alexandrie de cet épisode. Encore merci Alexandre de m'avoir prêté le micro pour parler de cette période souvent peu enseignée quand on étudie l'histoire antique, et surtout de ce personnage si passionnant qu'est Hypatie. À charge de revanche. Merci d'avoir écouté cet épisode chargé d'histoire, et merci 1000 fois à mon camarade Guillaume Diana, le prof de latin-grec sur les réseaux sociaux, d'avoir accepté mon invitation. N'hésitez pas à aller retrouver son travail sur Instagram, TikTok ou sur son podcast par le petit bout du mythe. Je mets tous les liens dans le descriptif de ce podcast. N'hésitez pas également à partager cet épisode s'il vous a plu, à aller voir le film Agora si vous ne connaissez pas encore. Vous m'en donnerez d'ailleurs des nouvelles sur les réseaux sociaux ou en commentaire de ce podcast. En attendant, portez-vous bien et à très vite sur Math en tête.